Ferme les yeux un instant. Écoute le murmure du vent. Sens sous tes pieds la terre qui te soutient, la même terre foulée par des générations avant toi. Écoute le chant silencieux des âmes qui t'ont précédé, leur voix tissée dans le fil invisible du temps. Tu es beaucoup plus que toi-même. Tu es une constellation de mémoire, un fleuve où coulent les récits de tes ancêtres, une étoile née de 1000 éclats du passé. Dans ton sang circulent les échos de leurs joies, leurs espoirs, leurs peines, leur silence. Ce que tu ressens parfois sans en comprendre l'origine, ces peurs, ces élans, ces résistances, ces rêves, ne sont peut-être pas uniquement les tiens. Ils sont les empreintes d'une lignée, une danse entre ombre et lumière, entre blessure et guérison. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau portail, celui de la mémoire transgénérationnelle, le portail des secrets enfouis et des vérités oubliées, celui des fardeaux portés inconsciemment, mais aussi des bénédictions qu'il est temps de réveiller. Car la lignée ne subit pas, elle ne se subit pas, elle traverse, elle se comprend, elle s'honore. Et dans cette traversée, nous avons le pouvoir de briser les chaînes du passé pour nous réapproprier notre propre destinée. Alors, es-tu prête à descendre dans le sanctuaire de tes racines, à entendre ce que ton âme sait déjà? Nous marchons ensemble dans ce voyage, et un voyage transgénérationnel qui commence ici et maintenant. Bienvenue dans le cercle de murmures de sorcières, le podcast des femmes prêtes à s'explorer, cheminer pour se libérer des blessures et apprendre à rayonner leur plus belle lumière vers le monde. Et je suis Corinne Delehner, ton hôte, écrivaine, conférencière et accompagnatrice de la femme sorcière, et je suis ravie et honorée de te présenter ce nouvel épisode qui sera puissant. Nous sommes bien plus que notre histoire. Nous sommes aussi le reflet des mémoires qui nous précèdent, les échos d'un passé qui se répercutent en nous, parfois sans que nous en ayons conscience. Les traumatismes vécus par nos ancêtres laissent des empreintes profondes, invisibles à l'œil nu, mais présentes dans nos comportements, nos émotions et notre vision du monde. Mais comment ces blessures se transmettent-elles exactement ? La science commence à révéler ce que les traditions ancestrales savaient déjà. Nous portons dans nos cellules et dans notre inconscient les traces des douleurs et des expériences de ceux qui nous ont précédés. L'épigénétique et le génogramme sont deux outils puissants qui permettent de comprendre ces transmissions silencieuses et d'explorer leur impact sur la vie. Si on pouvait résumer l'épigénétique, on dirait que c'est lorsque la mémoire du passé se grave dans nos cellules. L'épigénétique, c'est l'étude des changements dans l'expression de nos gènes qui ne sont pas causés par des mutations de l'ADN, mais par l'environnement, les traumatismes et les expériences vécues par nos ancêtres. En d'autres termes, les souffrances, les peurs, les chocs vécus par une génération peuvent littéralement reprogrammer l'expression génétique des générations suivantes. Et d'ailleurs, plein d'études ont montré que les traumatismes peuvent être transmis biologiquement. Exemple scientifique. Une étude célèbre a été menée sur les survivants de la Shoah et leurs descendants. Les chercheurs ont découvert que les enfants et petits-enfants des survivants présentaient des niveaux
plus élevés de cortisol, l'hormone du stress, comme si leur corps avait hérité du traumatisme de leurs ancêtres. D'autres recherches ont démontré que les petits-enfants des femmes ayant souffert de la famine en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale étaient plus enclins aux troubles métaboliques, même s'ils n'avaient jamais connu la faim eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Mais que nous ne portons pas seulement les récits de notre lignée sur le plan symbolique ou psychologique, nous les portons aussi biologiquement, dans notre corps, dans notre façon de réagir au monde. C'est ce que nos ancêtres ont vécu peut influencer sur nos peurs, notre niveau de stress et même notre manière de percevoir le danger ou la sécurité. Et s'il était possible de résumer en une seule phrase ce qu'est le génogramme, eh bien ce serait que le génogramme est une cartographie de nos mémoires familiales. Si l'épigénétique nous montre comment le passé s'inscrit dans notre biologie, le génogramme nous aide à voir comment il se manifeste dans les schémas répétitifs de notre famille. Un génogramme, c'est bien plus qu'un arbre généalogique. C'est une carte qui met en lumière les blessures cachées, les schémas récurrents et les transmissions inconscientes qui circulent à travers notre lignée. Et pourquoi utiliser un génogramme ? Parce qu'il permet d'identifier des répétitions générationnelles, divorce, faillite, maladie, violence, exil ou des schémas relationnels toxiques. Il révèle des secrets de famille qui influencent nos comportements sans que nous en soyons conscients. Il nous aide à différencier ce qui nous appartient vraiment de ce que nous portons par loyauté familiale. Je vais vous donner un exemple d'une prise de conscience grâce au génogramme. On va l'appeler Anna. Anna ressent une peur intense d'avoir des enfants, alors qu'elle n'a jamais subi de traumatisme en lien avec la maternité. En réalisant son génogramme, elle découvre que sa grand-mère a perdu plusieurs enfants en bas âge et que ce drame a été tu dans la famille. Sans le savoir, Élodie portait cette mémoire douloureuse, craignant inconsciemment de revivre le même destin. Alors nos ancêtres ont laissé des empreintes invisibles dans notre histoire. Le génogramme nous permet de faire un travail de détection et de libération pour ne plus être esclaves d'un passé qui ne nous appartient pas entièrement. Alors je ne vous demande pas de devenir des expertes en épigénétique ou de devenir des expertes en génogramme, mais je pense que c'est important de connaître ce qui est disponible, ce qui est étudié et comprendre les mécanismes. C'est essentiel avant de passer aux analyses et à la libération. Alors, les blessures transgénérationnelles, elles peuvent être lourdes, mais elles ne sont pas des fatalités. Une fois mises en lumière, elles peuvent être transformées. Et comprenant comment elles fonctionnent à travers l'épigénétique, le génogramme ou toute autre technique, nous avons la possibilité de prendre du recul, de différencier ce qui est à nous et ce qui appartient à notre lignée, et surtout d'entamer un travail conscient de libération si tel est notre choix conscient. Nous ne sommes pas condamnés à répéter les mêmes souffrances. Nous avons le pouvoir de briser ces chaînes invisibles et de choisir un chemin différent et de réécrire notre propre histoire et donc l'histoire des personnes qui sont touchées par notre présence et notre lignée descendante. Alors, ma question est la suivante. Es-tu prête à explorer les mémoires cachées qui vivent en toi ? Dans
la prochaine partie, nous allons plonger dans les grandes blessures transgénérationnelles et leurs impacts possibles sur nos vies d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, et avant d'entamer cette grande partie, ah oui, cet épisode va durer un temps certain, je pense, je vais vous donner un quick win. Alors c'est comment identifier ces blessures qui ne nous appartiennent pas vraiment. En premier lieu, elles ont une origine très floue. Ressentir des peurs ou des blocages sans cause apparente dans notre propre histoire. Une répétition familiale insistante. Vraiment, on observe des schémas similaires et intenses chez plusieurs membres de la famille. Et il y a aussi une sensation de poids hérité. Avoir vraiment l'impression de porter un fardeau qui ne nous appartient pas. Alors, contrairement aux informations que l'on peut retrouver dans peu de livres ou dans peu de vidéos, finalement, il existe plusieurs types de blessures transgénérationnelles. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un tour du monde des blessures transgénérationnelles. Parce que vous m'écoutez depuis l'Europe, mais aussi depuis l'Amérique du Nord, la Russie et l'Afrique. Donc il va de soi que je vais explorer tout ça avec vous pour que ça puisse vous parler. En premier lieu, les mémoires de la chasse aux sorcières. Oui, dans Murmure de sorcières, je ne pouvais pas ne pas commencer par celle-là. Et les mémoires de la chasse aux sorcières, c'est une empreinte invisible mais profonde. Alors comme vous le savez, entre le 15e et le 17e, 18e siècle, des dizaines de milliers de femmes ont été persécutées en Europe sous l'accusation de sorcellerie. L'Allemagne, la Suisse, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Écosse et l'Espagne, majoritairement, ont été le procès de torture et d'exécution massive orchestrée par la peur et l'ignorance. Alors, contrairement à l'image d'Épinal et de la sorcière maléfique, ces femmes, elles étaient souvent des guérisseuses, des sages-femmes, des herboristes, des femmes trop indépendantes pour leur époque, ou simplement des esprits libres, ou tout simplement des femmes à qui la tête ne revenait pas à certains hommes. Leur crime, c'était de posséder un savoir ancestral, mais surtout de refuser le carcan patriarcal de la religion et un peu déranger l'ordre qu'on essayait d'établir. Alors l'Église et les tribunaux civils ont condamné ces femmes, les accusant de pactes diaboliques, de pratiques occultes. Ils les ont accusées de tempêtes dévastatrices et de mauvaises récoltes. Mais ces persécutions n'ont pas seulement impacté les victimes directes. Elles ont laissé une empreinte forcément transgénérationnelle sur leurs descendants et descendantes. Alors parlons de l'impact sur les descendantes et descendants. C'est par exemple Marie, une femme qui a peur d'être visible. Alors Marie, elle est une femme moderne, libre, indépendante. Pourtant, chaque fois qu'elle prend la parole en public ou ose exprimer un tout petit peu ses convictions, elle ressent une angoisse profonde, irrationnelle, qui va jusqu'à la figer sur place, comme si elle risquait sa vie en étant vue et entendue. Alors en explorant son histoire familiale, elle découvre que son arrière-grand-mère a été accusée de sorcellerie et brûlée vive en 1620 dans un village français. Alors cette femme était une guérisseuse respectée, elle accouchait les enfants du village. Mais un jour, après avoir aidé une femme à accoucher,
elle a été dénoncée comme alliée du diable car l'enfant apparaissait avec des difformités. Alors Marie, à un moment donné, elle réalise que cette peur, elle n'est pas la sienne, que c'est une mémoire transgénérationnelle qui s'est inscrite dans son corps comme « si tu es trop visible, tu seras en danger ». Alors reconnaître cette blessure lui permet de la transformer. Elle commence alors un travail de libération, affirmant sa voix sans crainte, en honorant celles qui ont été réduites au silence avant elle. Ensuite, et malheureusement, on n'en entend pas du tout parler, ou tellement peu, c'est l'impact sur les hommes. Cette mémoire de l'impuissance et de la culpabilité, parce que si les femmes ont été directement ciblées, les hommes de leur entourage ont également été marqués par ces persécutions. Ils étaient des pères, des maris, des frères et des fils qui ont assisté à toutes ces atrocités. Ils ont assisté impuissants à l'arrestation et à l'exécution de leurs proches, incapables de les sauver. Et dans certaines régions, défendre une accusée signifiait être accusé et brûlé ou pendu à son tour. Et ce qui a conduit de nombreux hommes à se taire, à détourner le regard et à vivre avec une culpabilité indicible, car il y avait d'autres enfants, il y avait d'autres frères, d'autres sœurs qui attendaient d'être pris en charge. Un exemple, Julien, l'homme qui a peur de l'engagement émotionnel. C'est un homme sensible, attentionné, mais il a toujours eu du mal à s'engager émotionnellement. Chaque fois qu'il se sent proche d'une femme, il y a une angoisse sourde qui le pousse à prendre de la distance sans qu'il puisse en comprendre la raison. Et lorsqu'il se plonge dans son arbre généalogique et dans son génogramme, il découvre que son arrière-grand-père a été témoin de l'exécution de sa propre mère, accusée de sorcellerie en Belgique au XVIIe siècle. Et ce jeune homme de 14 ans n'a rien pu faire pour la sauver. Il a grandi dans la honte, le silence, la souffrance, en refoulant cette douleur. Ensuite, Julien comprend que cette peur de s'attacher vient d'une mémoire ancienne, de ce jeune homme de 14 ans. Et elle va se transposer comme ceci, chez Julien. Si je m'attache à une femme, je pourrais la perdre et en souffrir terriblement. Et grâce à cette prise de conscience, il a entamé un travail thérapeutique pour briser ce schéma et s'autoriser à aimer sans crainte et à protéger de façon saine son cocon familial. Et oui, hériter du passé, c'est choisir de ne plus en être prisonnier. Les descendants des victimes de la chasse aux sorcières portent encore aujourd'hui chez les femmes la peur d'être visibles, la difficulté à affirmer leur connaissance et l'impression de devoir se cacher. Et chez les hommes, c'est une mémoire de l'impuissance, la peur de défendre une femme de peur d'être rejeté lui-même, une difficulté à s'attacher par peur de la perte, mais ces mémoires ne sont pas une fatalité, parce que déjà les mettre en lumière, c'est partiellement les apaiser, les libérer, et c'est honorer nos lignées en les libérant elles aussi, voilà, en ne portant plus ce gros poids. Et maintenant nous allons parler d'un autre type de blessure transgénérationnelle. Ce sont les traumatismes liés à la colonisation et à l'asservissement. Et c'est une histoire de domination qui résonne encore fortement aujourd'hui. Entre le 15e et le 20e siècle, la colonisation européenne a redessiné la carte du monde, imposant des systèmes de domination, de violence et d'exploitation à des milliers de personnes, que ce soit en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, en Amérique latine ou en Océanie. Les peuples
colonisés ont vécu des siècles de spoliation, de déplacements forcés, de conversions religieuses imposées, de pertes culturelles et pour beaucoup d'asservissement et d'exploitation humaine. Mais ces événements ne sont pas seulement des faits historiques, ils sont aussi des mémoires vivantes, des blessures transgénérationnelles qui se transmettent encore aujourd'hui. Les traumatismes de la colonisation ne se limitent pas aux souffrances vécues directement par les peuples conquis. Ils ont laissé des empreintes profondes sur leurs descendants, affectant leur perception du monde, leur rapport aux institutions et même leur propre identité. Alors, les impacts transgénérationnels peuvent apparaître comme ceci. Un sentiment d'injustice, un sentiment d'oppression, une méfiance envers les institutions et les figures d'autorité, une difficulté à se sentir légitime dans sa culture ou à prendre sa place, une identité comme fragmentée, tiraillée entre plusieurs cultures, plusieurs visions, une honte ou une colère inconsciente liée aux mémoires de soumission et de résistance. J'ai envie de vous parler du cas des peuples autochtones en Amérique du Nord et en Australie. Les enfants des Premières Nations, des Aborigènes et des Maoris ont été arrachés à leur famille et placés dans des pensionnats où leur langue, leur culture et leur spiritualité étaient interdites. Des générations plus tard, ces peuples ressentent encore l'impact de ces tentatives d'effacement culturel et spirituel à travers des taux extrêmement élevés de dépression, d'addiction et une perte de repères identitaires. Et maintenant, je reviens à ici et à maintenant avec l'exemple de Jean, l'homme qui ne fait pas confiance aux institutions. Alors Jean, il est issu d'une famille dont les ancêtres ont été colonisés en Afrique de l'Ouest. Il ressent depuis toujours une profonde méfiance envers les structures de pouvoir. Il évite tout contact avec les administrations, les forces de l'ordre ou les organismes gouvernementaux, sans comprendre pourquoi cette peur est si enracinée en lui. Et en retraçant au fur et à mesure son histoire familiale, il découvre que ses arrière-grands-parents ont vécu sous l'administration coloniale française, forcés de travailler pour des colons en régime assez brutal. Et les récits transmis dans la famille évoquent des humiliations, des violences et une absence totale de droits. Alors Jean, il réalise alors que sa méfiance ne vient pas de lui seul, que c'est possiblement une mémoire transgénérationnelle qui lui a été transmise, un instinct de survie développé par ses ancêtres pour naviguer dans un monde hostile. Et en prenant conscience de cette blessure, il commence un travail de réconciliation avec sa propre histoire. Alors, l'esclavage transatlantique, il a duré plus de 400 ans et il a réduit des millions de personnes à l'état de marchandises. Des hommes, des femmes, des enfants qui ont été arrachés à leurs terres en Afrique pour être envoyés dans les plantations des Amériques et des Caraïbes, privés de leur nom, de leur langue, de leur religion et surtout de leur dignité. Mais l'abolition n'a pas mis fin au traumatisme malheureusement. Des générations et des générations de descendants portent encore les marques invisibles de cette déshumanisation. Et les impacts transgénérationnels de l'esclavage peuvent se présenter comme ceci. Un profond manque de confiance en soi et en sa valeur. Un sentiment de devoir prouver coûte que coûte sa légitimité et ceci en permanence. Une peur inconsciente d'être possédé, manipulé, exploité. Des schémas de soumission, de révolte face à toute forme d'autorité. Et une hyper-vigilance constante et un sentiment latent d'insécurité profonde. Exemple, Clara, la femme qui a peur d'être dépendante. Alors Clara, c'est une femme brillante, autonome, mais qui éprouve une peur viscérale de la dépendance. Elle refuse catégoriquement toute aide, même la plus petite. Elle veut tout gérer seule et elle ressent un profond
inconfort dès qu'elle doit compter sur quelqu'un. Alors en explorant son histoire familiale, elle découvre que ses ancêtres, réduits en esclavage en Haïti, ont transmis une mémoire de soumission forcée. Son rejet de toute forme de dépendance est une manière inconsciente de reprendre le pouvoir, de ne plus jamais être sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Et en comprenant ceci, Clara a pu commencer un travail de guérison en acceptant qu'être accompagnée ou aidée ne signifie pas perdre sa liberté ou perdre le contrôle sur sa vie. Alors, un des malheureux héritages et ô combien complexe de la colonisation, c'est cette idée fragmentée, c'est quand deux mondes s'entrechoquent. Alors, forcément, comment se sentir entier quand on porte en soi à la fois l'héritage du colonisé et celui du colonisateur. Exemple, Malik, l'homme en quête de racines. Alors Malik, il est né en France d'un père algérien et d'une mère française. Et depuis toujours, il ressent un tiraillement permanent entre ces deux mondes. Trop français pour être considéré comme vraiment algérien et trop algérien pour être pleinement accepté en France. Et en explorant son histoire familiale, Malik comprend que ce conflit identitaire est le reflet du traumatisme colonial. Son grand-père algérien a grandi sous la domination française et son propre père a intériorisé un sentiment d'infériorité face à la culture coloniale. Et cette dualité, elle s'est transmise jusqu'à lui, créant un sentiment de désalignement vraiment profond. Et en reconnaissant cette blessure transgénérationnelle, Malik a commencé un travail de réappropriation de son identité en intégrant ces deux héritages au lieu de les opposer. Et il l'a fait avec toute sa famille. Alors, les blessures de la colonisation et de l'esclavage ne sont pas seulement des souvenirs lointains. Elles vivent encore aujourd'hui dans les peurs inconscientes, les silences familiaux, les émotions inexplicables, les conflits intérieurs, mais en les mettant en lumière, on a le pouvoir de les transformer. Et comment on peut entamer finalement un travail de guérison, c'est de reconnaître la douleur héritée, mais sans la nier, sans la minimiser. C'est l'accueillir avec beaucoup d'amour parce qu'elle a besoin de cet amour. C'est explorer son arbre généalogique pour identifier les schémas invisibles. Ça peut être aussi de se reconnecter à ses racines, à son histoire, à ses traditions. Cela peut aussi prendre la forme d'honorer des générations passées, mais pas dans la souffrance, dans une fierté de leur résilience et de leur existence. Et aujourd'hui, ici et maintenant, nous sommes aussi les guérisseurs et les bâtisseurs d'un nouvel héritage. Et après ce moment, j'ai envie de vous emmener vers une troisième blessure transgénérationnelle. Et ce sont les traumatismes qui sont liés aux migrations forcées et aux exils. Quitter sa terre, c'est une rupture qui laisse des traces aussi sur plusieurs générations. Ici, je parle des migrations forcées qui ne sont pas simplement des déplacements géographiques. Ce sont vraiment des déchirements. C'est lorsqu'une population est contrainte de fuir sa terre natale à cause de la guerre, des persécutions, de la famine ou d'une catastrophe naturelle. Et c'est pas un changement de lieu, c'est une perte profonde de repères, d'identité et aussi de sécurité. Alors ces exils, qu'ils aient eu lieu en Europe, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine, ils laissent des empreintes indélébiles dans la psyché des migrants et dans celle de leurs descendants. Et fort malheureusement, nous sommes encore en plein dans cette période où des peuples entiers sont massacrés
et où des peuples sont contraints de s'embarquer dans des petites embarcations, préférant la mort souvent que de rester sur place. Et ils vont faire hériter de ces mémoires de déracinement eux aussi, malheureusement. Et même si pour certaines d'entre nous, nous avons peut-être eu la chance ou pas de naître dans un pays dit stable, et même si nous n'avons jamais connu la guerre, nous pouvons ressentir en nous une instabilité intérieure, un sentiment de ne jamais être vraiment à notre place, avoir une peur du manque, de l'abandon ou du rejet. Et les blessures transgénérationnelles des migrations forcées, elles sont aussi invisibles, mais comme toutes les autres, bien réelles. L'impact transgénérationnel du déracinement, donc de ces racines coupées, de ces âmes flottantes. Lorsque nos ancêtres ont dû fuir leur pays, ils ont souvent dû laisser derrière eux leur terre, leur langue, leur culture, leur famille, leurs repères. Alors certains ont pu reconstruire leur vie ailleurs, d'autres ont vécu dans l'exil permanent, dans l'attente d'un retour qui finalement s'est avéré impossible. Et même si ceux qui ont trouvé un nouvel endroit où s'installer ont transmis inconsciemment une mémoire de l'exil à leurs enfants et à leurs petits-enfants, on peut voir aujourd'hui les impacts transgénérationnels des migrations forcées comme ceci. Un sentiment d'errance intérieure, de ne pas appartenir à un lieu. C'est une difficulté à s'ancrer, à se sentir chez soi, même si on a la chance de vivre dans un environnement qui est stable. C'est une peur de la perte et du rejet. C'est un besoin conscient de toujours se préparer à partir, à être prêt à fuir, même sans raison apparente. Ça peut aussi se déployer comme une difficulté à construire des attachements profonds par peur d'enracinement et ensuite d'arrachement. Comme par exemple le cas des réfugiés espagnols de la guerre civile, donc 36-39, 1900. Alors beaucoup d'Espagnols qui ont fui la dictature de Franco pour s'exiler par exemple en France, en Belgique, en Amérique latine ou en Afrique du Nord, leurs enfants et leurs petits-enfants ont souvent grandi dans un entre-deux, tiraillés entre la culture du pays d'accueil et la mémoire d'une Espagne idéalisée mais finalement toujours inaccessible. Il y a aussi le cas des Juifs après la Shoah, donc après la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses familles juives décimées par la guerre et la persécution. Elles ont tenté de se reconstruire dans des pays où elles n'avaient plus de repères, et donc leurs descendants portent parfois une angoisse profonde de l'insécurité, la peur d'un nouvel exil et une hypervigilance constante face au rejet. Vous vous imaginez comme c'est dur d'être en quête permanente de son identité et quand on ne se sent finalement chez soi nulle part. Comme Leïla, une femme qui ne se sent jamais à sa place. Elle est née en France, mais elle a toujours ressenti une impression de flottement. Elle aime son pays, mais elle sent qu'une part de son cœur, il est ailleurs et qu'il lui manque toujours ce petit quelque chose. Et en explorant son histoire familiale avec ses grands-parents, ses tantes, elle découvre que ses grands-parents, ils ont fui l'Algérie pendant la guerre d'indépendance, laissant derrière eux leur maison, une grande partie de leur famille et leur langue maternelle. Et dans son enfance, elle a grandi avec des récits qui étaient emplis de nostalgie, mais aussi de douleur. Et ce qu'elle ressent n'est pas juste un mal-être personnel, c'est une mémoire transgénérationnelle du déracinement. Elle porte en elle l'errance de ses aïeux, de sa famille et leurs blessures de l'exil. Et à travers un travail de reconnexion avec ses origines,
en réapprenant la langue arabe, en voyageant en Algérie, en honorant les souvenirs de sa famille, elle a commencé à guérir de cette blessure invisible et à trouver sa propre place dans le monde. Alors la peur inconsciente du déracinement, c'est aussi toujours être prêt à fuir. Quand les ancêtres ont été contraints de fuir du jour au lendemain, cette mémoire d'urgence et de survie, elle s'est vraiment imprimée dans leur ADN émotionnel et elle s'est transmise aux générations suivantes avec David, l'homme qui a peur de s'engager. C'est un homme qui change souvent de ville, de travail, de relation, il a du mal à rester au même endroit, comme si une force intérieure le poussait vraiment à bouger et à surtout ne jamais s'attacher à qui que ce soit ou à quelque part. Et en remontant dans l'histoire de sa famille, il va découvrir que ses arrière-grands-parents étaient des juifs d'Europe de l'Est qui ont fui les pogroms en Russie au début du XXe siècle. Et donc, toute leur vie, ils ont vécu dans la peur d'être chassés à nouveau. Et sans le savoir, David a hérité de cette mémoire de fuite et son besoin constant de mouvement n'est pas qu'un trait de personnalité, c'est une stratégie de survie qui a été transmise par son histoire familiale. Alors comment rompre le cycle et comment se réconcilier avec son histoire migratoire ? Parce que, comme je le dis depuis le début de l'épisode, toutes les blessures peuvent être transformées, pacifiées et libérées. Et je vous propose quelques pistes pour cette mémoire transgénérationnelle. C'est d'explorer son histoire avec bienveillance. C'est autant que possible parler avec les anciens de la famille, recueillir leurs récits. C'est tenter de reconstituer l'histoire migratoire familiale, pays par pays, génération par génération. Et pourquoi pas faire un génogramme pour identifier les schémas de déracinement et d'errance. C'est recréer aussi un lien avec ses racines, se reconnecter aux traditions familiales oubliées, avec par exemple la cuisine, la langue, les rites. C'est voyager dans le pays d'origine pour ressentir la mémoire du lieu. C'est aussi honorer ses ancêtres avec un rituel de gratitude et de réconciliation. Et puis c'est œuvrer sur l'ancrage et le sentiment de sécurité. Pratiquer des rituels d'ancrage pour se sentir chez soi où que l'on soit, donc bien évidemment dans le moment présent. Développer des espaces sécurisants, qu'ils soient physiques, donc un foyer stable par exemple, ou intérieur par la méditation ou la respiration. Et s'entourer d'une communauté qui reflète à la fois son héritage et son présent. Alors les enfants, petits-enfants et petits-petits-fillots de l'exil, ce sont souvent des âmes nomades capables de voir le monde sous différents prismes, de créer du lien entre plusieurs cultures, de tisser des passerelles entre passé et présent lorsqu'elles se penchent sur cette blessure pour la libérer. Et trouver son ancrage, ça ne signifie pas de renier son héritage, mais c'est d'apprendre à marcher entre les mondes qui sont en paix. Alors maintenant, si ce n'est pas encore fait, parce que ça fait déjà, je pense, 38 ou 39 minutes que je parle, prends ta tisane, respire profondément. Nous allons passer à une 4e blessure, qui sont les traumatismes issus des mélanges culturels et des unions interethniques. C'est quand deux mondes se rencontrent entre richesse et tension. Alors depuis des siècles, des peuples se sont croisés, ils se sont unis, ils ont mélangé leur culture, leur langue, leur tradition, leur spiritualité. Mais ces unions n'ont pas toujours été acceptées et dans certains contextes, elles ont même été violemment réprimées. Et d'ailleurs, elles le sont quelquefois encore à l'heure actuelle. Et dans les familles issues d'unions mixtes, les générations suivantes peuvent hériter de blessures invisibles, elles aussi, transmises à travers les récits familiaux, les silences et les tensions identitaires. Alors comment se sentir entier lorsque l'on porte en soi plusieurs histoires parfois opposées ?
lorsque ces unions ont eu lieu dans des contextes de colonisation, d'oppression, de ségrégation. Les enfants issus de ces couples ont souvent grandi en entre-deux, super inconfortables, voire dans la souffrance, ni totalement acceptés dans une culture ni dans l'autre. Alors historiquement, les unions interethniques, elles ont été vues comme des transgressions, perçues comme des menaces à l'ordre social ou à la pureté des identités culturelles. Dingue. Et j'ai envie de vous donner quelques exemples marquants en faisant un peu le tour du monde. Je vais commencer par l'Asie et les métis des colonisations européennes. Alors en Indochine, donc Vietnam, Laos et Cambodge, sous la domination française, donc plus ou moins de 1858 à 1950-54, les enfants nés de pères français et de mères vietnamiennes étaient appelés métis, souvent rejetés par les deux communautés. Ils étaient parfois envoyés en France pour y être francisés, perdant ainsi leur culture maternelle. Au Japon, après la Seconde Guerre mondiale, les enfants nés de soldats américains et de japonaises ont été stigmatisés car ils représentaient l'occupation et l'humiliation du pays. D'ailleurs, beaucoup ont été abandonnés ou adoptés à l'étranger. Ensuite, en Australie, il y a eu toute une génération volée d'enfants métis aborigènes entre 1910 et 1970-75. Le gouvernement australien a systématiquement enlevé les enfants métis nés d'union entre aborigènes et européens pour les élever dans des institutions blanches, tentant ainsi d'effacer leur culture indigène. Et ces enfants devenus adultes ont souvent, d'ailleurs majoritairement, souffert de troubles identitaires profonds et transmis ces blessures à leurs enfants et petits-enfants. Ensuite, un petit tour en Amérique latine et les enfants du métissage forcé. Alors, dès l'arrivée des Espagnols, au XVe siècle, les unions entre colons et femmes autochtones étaient courantes, mais rarement et malheureusement consenties. Et les enfants métissos, donc issus des relations, ils étaient intégrés à la société coloniale, mais souvent avec un statut largement inférieur. Au Brésil, l'esclavage a duré jusqu'à environ 1888-1890 et les relations entre les colons portugais et les esclaves africaines ont donné naissance à une population métissée souvent discriminée, créant des tensions identitaires qui perdurent encore aujourd'hui à travers le colorisme, même sur place. Donc vous voyez que l'impact transgénérationnel, c'est aussi lorsque l'identité, elle devient un défi. Grandir entre deux mondes, c'est souvent naviguer entre des attentes contradictoires, entre l'amour de deux cultures et tout le poids des tensions historiques. Et les impacts transgénérationnels des unions interethniques, elles peuvent se représenter, se transposer comme ceci actuellement. C'est un sentiment de ne pas être assez pour l'une ou l'autre culture. C'est un besoin de surperformer pour prouver sa valeur dans chaque camp. C'est un tiraillement entre la loyauté familiale et la nécessité de s'affirmer individuellement. Cela peut être une peur inconsciente du rejet, héritée des discriminations vécues par les générations précédentes. Le cas des Afro-Asiatiques en Asie du Sud-Est, donc par exemple en Thaïlande, aux Philippines et en Malaisie. Les enfants nés de pères africains-américains et de mères locales pendant la guerre du Vietnam, ils ont souvent été rejetés par leur communauté, grandissant avec une double marginalisation. En Inde, les communautés sidis d'origine africaine qui existent depuis plus de 500 ans
ont dû lutter contre la discrimination et l'effacement carrément de leur histoire. Il y a aussi le cas des Noirs amérindiens aux États-Unis, donc de nombreuses tribus amérindiennes, notamment les Cherokees, les Creeks et les Séminoles, ont intégré des esclaves africains fouillant les plantations. Mais après l'abolition de l'esclavage, les descendants afro-amérindiens ont souvent été exclus des tribus, rendant leur reconnaissance identitaire extrêmement difficile. L'héritage des unions mixtes en Europe, il y a aussi quand les frontières culturelles séparent. Donc l'Europe, avec son histoire de guerre, d'invasion, de migration, elle a été un terreau fertile pour les unions entre différentes ethnies et cultures, mais ces unions ont souvent été marquées par des tensions, des préjugés et, comme partout ailleurs, des rejets. Par exemple, les unions entre Français et Allemands après la Seconde Guerre mondiale. Donc après 1945, l'Europe, elle devait se reconstruire sur les cendres du conflit, mais les couples franco-allemands étaient encore largement, extrêmement mal vus des deux côtés. Les femmes françaises ayant des relations avec des soldats allemands sous l'occupation, elles ont été publiquement humiliées, cheveux rasés, rejet social. D'ailleurs, on le voit très 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 bien dans le film tout récent, la photographe de guerre Lee Miller, que je vous conseille d'ailleurs de regarder, qui est extrêmement intéressant. Et leurs enfants, surnommés les enfants de Bosch, ils ont grandi avec une double honte, ni vraiment français, ni vraiment allemand. Les unions entre catholiques et protestants en Irlande du Nord pendant des décennies, les mariages mixtes entre catholiques et protestants en Irlande du Nord ont été synonymes de gros conflits familiaux, de rejets communautaires, voire vraiment de violence émotionnelle et physique. Et ces tensions, elles ont laissé des séquelles psychologiques chez de nombreux descendants qui ont dû naviguer entre deux identités totalement opposées et avec beaucoup de violence. Il y a aussi les unions entre Italiens du Nord et Italiens du Sud. Alors bien que de la même nation, l'Italie, elle a longtemps été marquée par des clivages internes entre le Nord et le Sud. Les mariages entre les familles du Nord industrialisées et les familles du Sud plus agricoles étaient souvent très mal vus. Alors cette division sociale et économique a géré des conflits familiaux et un sentiment d'infériorité ou de supériorité transmis aux générations suivantes. Ensuite, on a toujours les enfants nés des relations entre Espagnols et Marocains sous Franco. Donc, durant la présence espagnole au Maroc et les guerres coloniales, il y a des milliers d'enfants qui sont nés des soldats espagnols et de femmes marocaines. Après l'indépendance du Maroc en 1956, beaucoup de ces enfants ont été rejetés par les deux pays, vivant eux aussi une exclusion identitaire profonde. D'ailleurs, aujourd'hui, ces blessures continuent d'avoir un impact sur les descendants de ces unions et elles se manifestent souvent par un tiraillement vraiment intérieur et un sentiment de devoir prouver sa place. Donc, comme vous le voyez, ça a vraiment chamboulé l'identité de millions de personnes de par le monde sur une courte période de temps. Donc vous voyez, les blessures transgénérationnelles, elles prennent une énorme place au niveau mondial. Et c'est pour cette raison que je recommande vraiment de se pencher sur elles avec beaucoup d'amour lorsque ça appelle. Alors, si grandir entre deux mondes peut être un défi, ça peut aussi devenir une immense richesse. Alors, comment se réconcilier avec une identité mixte? C'est redéfinir son identité selon ses propres termes, c'est ne pas se forcer à choisir un camp, c'est se donner le droit d'appartenir pleinement aux deux cultures, c'est se créer une nouvelle identité qui intègre les deux héritages sans les opposer. C'est aussi explorer les histoires familiales avec compassion, c'est comprendre les défis et les épreuves traversées par ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tantines, tout ça.
C'est honorer l'amour et la résilience qui ont permis ces unions malgré les tensions. C'est réaliser que l'on porte en soi une histoire plus grande que soi-même. Et c'est aussi construire son propre espace de légitimité, donc reconnecter avec les traditions familiales des deux côtés, célébrer son héritage mixte comme une source de diversité, de richesse et de force, et partager son expérience avec d'autres personnes issues de parcours similaires. Comme je le dis toujours, le travail transgénérationnel, c'est l'art de transformer la mémoire de conflit en pont de réconciliation. Et nous ne sommes pas seulement les héritiers des blessures du passé, nous sommes aussi les bâtisseurs de nouveaux récits. Alors si l'histoire elle a voulu séparer, diviser, catégoriser, déshumaniser, violenter, asservir, nous avons aujourd'hui le pouvoir d'incarner les identités multiples, fluides, riches de plusieurs héritages. Être né d'un mélange culturel ou ethnique, c'est être un pont entre les mondes. Alors, j'ai envie de vous parler d'un autre traumatisme transgénérationnel, et cette fois-ci qui est plutôt lié au secret de famille et au non-dit. Aussi très présent un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que ce que l'on ne dit pas ne disparaît pas. Et ce que l'on cache se transmet autrement. En tout cas, c'est une phrase que j'ai redécouvert récemment dans un des carnets de ma grand-mère. Alors, certaines blessures ne sont pas racontées. Elles ne sont pas inscrites dans l'histoire familiale de manière visible et elles n'existent pas dans un contexte historique. Elles existent dans les silences, dans les absences et dans les comportements inexpliqués. Un secret de famille peut être un événement traumatique que l'on a préféré taire. Violence, abus, abandon, infidélité, avortement, adoption cachée, crime, faillite, honte familiale, trahison et plein d'autres. Ces événements pourtant tuent, continuent de peser sur les générations suivantes sous forme de peur inexpliquée, d'angoisse profonde et de schémas de vie répétitifs. Quand on cache une vérité, elle se manifeste autrement. Sans explication consciente, certains descendants portent une sensation de poids, une blessure sans nom, une peur sans origine apparente. Ils ressentent une anxiété diffuse, un sentiment d'injustice ou de malaise, sans pouvoir mettre de mots dessus. Et dans certaines familles, il est interdit d'aborder certains sujets, il est interdit de poser certaines questions, d'évoquer certaines choses. Et ce qui a été tu se transmute alors en un vide très 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 oppressant. Alors il y a plusieurs formes de secrets de famille et plusieurs conséquences transgénérationnelles. La première forme de secrets de famille, ce sont les enfants cachés, les adoptions et les enfants illégitimes. Dans de nombreuses familles, des enfants étaient abandonnés, cachés ou élevés sans connaître leur véritable origine. Parfois, un enfant a été élevé comme un frère ou une sœur, alors qu'il était en réalité un cousin ou un enfant adopté. Les enfants nés hors mariage, dans des relations extra-conjugales ou issus d'abus, de guerre, ont souvent été dissimulés, créant un trouble identitaire profond dans la lignée. Alors les conséquences transgénérationnelles, c'est une sensation d'être de trop, sans comprendre pourquoi. Un mal-être profond, une difficulté à se sentir légitime dans sa propre famille, des troubles d'attachement et des difficultés relationnelles. Par exemple Thomas, l'homme qui souffre d'une anxiété inexpliquée, il a toujours ressenti une pointe d'angoisse diffuse, un sentiment d'abandon sans raison apparente. Et en creusant son histoire familiale, il découvre que son grand-père a été abandonné enfant et que personne n'en a jamais parlé. Alors ce silence, il s'est transmis inconsciemment comme une blessure cachée que Thomas porte sans le savoir, et en mettant des mots sur ce passé, il peut enfin comprendre et commencer à guérir. Alors une deuxième forme familiale, ce sont les violences et les abus passés cachés sous le silence.
Donc des violences conjugales et des abus sexuels et émotionnels qui ont longtemps été des sujets tabous. Dans de nombreuses familles, ils ont été minimisés ou complètement tus. Une femme battue qui ne pouvait pas parler, un enfant abusé qui n'a jamais été cru, une humiliation subie qui est restée dans l'ombre, mais dont l'énergie continue de peser sur sa lignée. Les conséquences transgénérationnelles, c'est une difficulté à se sentir en sécurité, même dans un environnement stable, c'est une tendance à attirer des relations toxiques sans vraiment comprendre pourquoi, et une hypersensibilité à la violence et au rejet. Par exemple, il y a Laura, la femme qui se méfie de l'amour. Elle a toujours eu du mal à faire confiance aux hommes. Chaque fois qu'elle commence une relation amoureuse, une peur incontrôlable la pousse à fuir. Et en explorant son histoire familiale, elle découvre que sa grand-mère a été battue par son mari, mais que personne n'en a jamais parlé. Et ce traumatisme enterré s'est transmis sous forme d'une mémoire inconsciente de danger. Alors une fois cette histoire mise en lumière, Laura peut travailler à déconstruire cette peur et s'ouvrir à des relations plus saines. Non, on n'a pas encore abordé les avortements, fausses couches et deuil périnataux, mais j'en parlerai juste après. Alors, souvent cachés au dessus, ces drames, ils disparaissent pas, ils laissent, comme toute autre blessure transgénérationnelle, une empreinte invisible et une présence absente qui peut influencer inconsciemment les générations suivantes. Alors, l'impact transgénérationnel des avortements, des fausses couches, ce que j'appelle l'ombre des non-dits. J'ai fortement été touchée d'ailleurs par cet impact transgénérationnel. Dans de nombreuses familles, les enfants non nés restent des âmes oubliées, des présences invisibles que l'on ne nomme pas, mais qui continuent d'exister énergétiquement dans la lignée. Alors pourquoi ça laisse une empreinte ? C'est un espace vide dans la lignée, un enfant qui aurait dû être là, mais qui ne l'est pas. Ça crée un déséquilibre énergétique dans la famille. Un silence pesant lorsque les événements sont tus, niés, l'émotion refoulée, elle se transmet inconsciemment aux générations suivantes. Une place floue dans la fratrie, donc il y a certains enfants qui ressentent un manque sans explication et une culpabilité inconsciente d'être en vie alors que l'autre ne l'a pas été. Moi je suis fortement dans ce cas. Donc nous étions deux dans le ventre de ma maman. Et aujourd'hui, j'ai enfin compris pourquoi je ressentais ce gros manque d'une moitié de moi-même. C'était pour ça. Alors, bien évidemment, ça laisse des conséquences transgénérationnelles, comme un sentiment diffus d'être de trop ou de ne pas nécessairement avoir sa place dans la famille. C'est un besoin excessif de prouver sa valeur. Comme pour compenser un manque dans la lignée, c'est essayer aussi de façon un peu déséquilibrée de se montrer trop présent parce qu'on a envie d'exister pour soi-même et pour l'autre. Ce sont des peurs inexpliquées liées à la grossesse, la maternité, la perte d'un enfant. C'est aussi une sensation de porter une tristesse qui ne nous appartient pas. Alors pour les exemples, vous avez Élise, la femme qui ne comprend pas pourquoi elle ressent un vide inexplicable. Alors Élise, elle a toujours ressenti une mélancolie profonde, une sensation d'être en quête de quelque chose mais sans savoir quoi. Elle a grandi en se sentant étrangement seule, bien qu'elle ait une famille aimante. Et un jour, en discutant avec sa mère, elle découvre que celle-ci, elle a vécu plusieurs fausses couches avant de la concevoir. Et ce qu'elle ressentait n'était pas à elle, c'était la mémoire de ses enfants partis trop tôt, une tristesse que sa mère n'avait jamais pu verbaliser et qui lui avait été transmise. Il y a également l'exemple de Vincent, l'homme qui a peur d'avoir des enfants. Ce Vincent qui est en couple depuis plusieurs années, mais chaque fois que la discussion sur un bébé arrive, il ressent une panique irrationnelle, il reste figé sur place. Et en explorant son histoire familiale, il apprend que sa grand-mère a subi un avortement clandestin dans un contexte de honte et de douleur et que personne n'en a jamais parlé. Alors cette peur qu'il ressent, c'est une mémoire qu'il porte inconsciemment, le traumatisme d'une grossesse interrompue qui n'a jamais été reconnue. Alors, comment libérer et apaiser ces mémoires bien spécifiques ? Alors, les âmes des enfants non nés, elles n'ont pas disparu.
mais elles ont parfois besoin d'être reconnues pour cesser d'influencer négativement la lignée. C'est nommer ce qui a été tu. Donc si vous ressentez un vide sans explication, explorez votre arbre généalogique, parlez avec la famille si c'est possible pour savoir s'il y a eu des grossesses interrompues, des fausses couches non mentionnées, des enfants morts en bas âge, des enfants morts-nés, un jumeau-né, l'autre décédé dans le ventre, voilà ces choses-là. Et rétablir cette vérité permet de donner une place à ces âmes oubliées. C'est aussi rendre un hommage symbolique aux enfants non nés ou morts-nés, allumer une bougie et leur adresser une pensée, créer un petit rituel, une prière, un moment de reconnexion, leur donner un prénom symbolique, même si ce n'est qu'en pensée, pour reconnaître vraiment leur existence. Moi par exemple, pour les enfants non nés, j'ai peint des jolis petits cailloux voyageurs et j'ai été les enterrer autour d'un arbre dans la forêt avec le prénom de chacun, donc voilà, avec beaucoup d'amour. Et puis après j'ai déposé des graines de coquelicot au-dessus. C'est aussi écrire une lettre aux âmes oubliées en exprimant tout ce que vous ressentez, leur dire qu'ils font partie de la lignée et que maintenant ils sont libres avec amour. C'est brûler la lettre ou l'enterrer comme un acte de libération. Vous pouvez également transformer cette mémoire avec créativité, donc peindre, dessiner, chanter, écrire un poème, danser. C'est vraiment permettre à l'émotion cachée de s'exprimer autrement que par la souffrance. Choisissez de préférence quelque chose qui vous parle vraiment, qui vous fasse vraiment du bien. Et c'est aussi porter un nouveau regard sur la transmission familiale, parce que comme je le disais juste avant, les âmes, elles disparaissent pas, elles trouvent d'autres chemins pour se faire entendre, et en leur offrant une place dans la mémoire familiale, en leur donnant une reconnaissance et de l'amour, nous pacifions ces blessures silencieuses et nous retrouvons petit à petit notre propre place dans la lignée. Et nous ne sommes pas seuls dans notre histoire, nous sommes accompagnés et nous avons le pouvoir de choisir quel héritage aussi nous désirons transmettre. Vous pouvez également méditer aussi et interroger les anciens avec douceur dans l'inconscient collectif, par exemple. Poser des questions comme y a-t-il des choses que vous auriez aimé que l'on sache? C'est aussi rechercher des documents familiaux, des lettres, des photos, des archives. Bien évidemment explorer son génogramme si ça fait sens. Vous pouvez aussi écrire une lettre à un ancêtre oublié qui a été exclu de l'histoire familiale. Parler, le nommer et reconnaître aussi son histoire. Et c'est vrai que lorsqu'un secret ou un on-dit est mis vraiment en lumière, il perd son pouvoir destructeur et ce qui était caché, il peut enfin être apaisé, écouté et transmuté, libéré et guéri. Alors il y a toutes ces choses sur lesquelles vous pouvez vous pencher seul ou en famille, mais vous avez aussi, si vous en ressentez le besoin, des approches thérapeutiques qui ont pour objectif de retisser les liens invisibles avec un guide, une aide. Vous avez par exemple la psychogénéalogie. On va remonter l'arbre généalogique pour comprendre les racines de nos blessures. Alors, pour qui ? Pour celles et ceux qui ressentent des blocages inexplicables dans leur vie, donc relations travail, émotions. Pour celles et ceux qui veulent explorer en profondeur et y voir des schémas récurrents mais qui ont encore peur de se lancer seuls. Alors comment ça marche ? On étudie les noms, les dates, les événements de sa lignée pour détecter les répétitions. On observe les transmissions invisibles, qui portent le fardeau qui ne lui appartient pas, quand et comment.
Et en fait, généralement, quand on travaille en psychogénéalogie, on travaille avec un thérapeute spécialisé qui est formé en fait au génogramme. Et la transformation que l'on peut avoir avec la psychogénéalogie, c'est comprendre d'où vient une blessure pour permettre ensuite de l'apaiser et de la libérer. On réalise que c'est pas de notre faute et ça ouvre un chemin de compassion et d'amour envers soi-même et sa lignée. Ensuite, vous avez les constellations familiales. Donc là, c'est révéler les dynamiques cachées du passé. Alors pour qui ? Pour ceux qui se ressentent un poids familial sans en connaître la source, pour ceux qui veulent libérer des mémoires en les mettant en scène de manière concrète. Alors comment ça marche ? Alors en groupe ou en individuel, une situation familiale est rejouée avec des représentants symboliques. Alors cette mise en lumière permet de voir les loyautés invisibles, les exclusions et les blocages inconscients. La transformation, c'est qu'on découvre que l'ordre familial peut être équilibré et que l'on peut reprendre sa place sans porter ce qui ne nous appartient pas. Une autre thérapie, d'autres thérapies, ce sont les thérapies énergétiques pour libérer la mémoire cellulaire. Alors ça, pour celles et ceux qui ressentent un mal-être profond sans pouvoir l'expliquer rationnellement, jamais. Pour celles et ceux qui veulent travailler sur la mémoire du corps et des émotions. Alors, comment ça marche ? Avec des pratiques comme le Reiki, le MDR, la kinésiologie, l'hypnose régressive. En fait, ces pratiques, elles permettent de dégager les mémoires stockées dans le corps. Et certains traumatismes ne peuvent être pensés, mais ils peuvent être ressentis et évacués énergétiquement. Alors la transformation, c'est l'énergie bloquée et libérée et une sensation d'allègement profond qui s'installe et le corps qui retrouve son propre langage au-delà des mots de façon saine et équilibrée. Là, c'est un choix à faire si vous désirez vous faire accompagner ou si vous désirez surfer sur des pratiques plus personnelles. Œuvrer pour vous-même au quotidien. Ça peut être aussi un autre exemple, écrire une lettre de libération à vos ancêtres. Pourquoi ? Parce que vos ancêtres n'avaient pas la possibilité d'exprimer leur douleur et en leur écrivant, vous leur donnez une voix et vous leur rendez leur souffrance pour ne plus la porter à leur place. Alors comment ça se passe ? Vous prenez un moment au calme, vous apaisez vos pensées, vous allumez une bougie et vous écrivez une lettre à un ancêtre, connu ou inconnu, en lui exprimant ce que vous ressentez. En lui disant que vous reconnaissez son histoire, ses souffrances, mais que vous avez choisi de ne plus porter son fardeau, tout simplement. Vous pouvez mettre la limite. Vous brûlez la lettre et vous enterrez cette lettre dans la terre comme un acte symbolique de libération, avec beaucoup d'amour. Alors la transformation, c'est que ce qui était figé dans le silence va commencer à circuler et une connexion plus apaisée avec vos racines va se mettre en place. Vous avez également la possibilité de libérer et guérir par l'imaginaire. Pourquoi ? Parce que l'inconscient, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. En visualisant la libération, la guérison, vous créez une nouvelle réalité intérieure. Alors comment faire ? C'est vous installer dans un endroit calme, apaiser vos pensées, imaginez que vous entrez dans un cercle sacré avec les ancêtres, visualisez une lumière dorée qui enveloppe la lignée et transmute les blessures en sagesse. Ressentir un lien d'amour et de réconciliation, le faire régulièrement et la transformation, ce sera un sentiment d'appartenance et de sécurité renforcé et une énergie familiale qui devient une source de force, d'amour au lieu d'un poids. Vous avez aussi la possibilité de transformer les mémoires en héritage positif. Donc les blessures transgénérationnelles, elles ne sont pas là pour nous punir. Elles sont des invitations à réparer, à apaiser, à écouter et à transmettre autre chose. Alors que choisir de garder ?
Par exemple, la résilience de nos ancêtres, leur amour, même s'il a parfois été maladroit, leur force, leur capacité à survivre, à créer et à rêver malgré les épreuves. Et oui, nous avons le pouvoir de transformer l'héritage du passé en un futur plus doux. Nos ancêtres ne sont pas uniquement des mémoires de douleur, ils sont aussi des guides, des soutiens visibles, des racines profondes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Et je pense personnellement, après avoir œuvré à libérer des mémoires transgénérationnelles, c'est important d'honorer nos lignées avec gratitude et respect, en leur offrant une place consciente dans nos vies, et en faisant ça, nous transformons leur héritage en force. Alors, comment créer un lien apaisé avec ses ancêtres ? Il y a plusieurs traditions spirituelles à travers le monde qui ont toujours célébré les lignées avec des rituels sacrés. Et ces rituels, ces pratiques permettent de se reconnecter à eux sans porter leur poids, mais en recevant leur sagesse. J'aimerais aussi parler de la nuance. Honorer, c'est pas idéaliser, hein, c'est reconnaître. Parce que nous portons leur sang, leur mémoire, leurs histoires, parce qu'ils ont ouvert un chemin qu'on continue d'explorer, et parce que finalement ils sont des gardiens et des alliés invisibles qui veillent sur nous. Alors même si certains ancêtres ont pu causer du tort, comme nous on a pu causer du tort aussi, nous pouvons les voir avec discernement, sans nier leurs erreurs, mais en faire un poids que l'on peut ne plus porter ou porter autrement. Alors je sais que ça fait 1h11 que je suis en train de parler, mais il y a une dernière petite chose dont j'ai envie de parler, parce que j'ai vraiment envie que cet épisode il soit très complet, qu'il vous offre vraiment de la valeur, et qu'il puisse être écouté par plein de personnes pour qu'elles puissent se pencher sur cette thématique ô combien importante. J'ai oublié en fait de vous parler de l'influence de la lignée maternelle et paternelle. Parce que c'est vrai qu'on porte en nous deux grandes rivières d'héritage, deux flux de mémoire, deux lignées d'âme qui nous précèdent et dont nous sommes la synthèse vivante, notre lignée maternelle et notre lignée paternelle. Ces deux branches de notre ascendance influencent profondément notre rapport au monde, à nous-mêmes, à nos relations et à notre spiritualité aussi. Alors chacune de ces branches porte des forces, des dons, des sagesses, mais aussi des blessures, des points visibles, des schémas répétitifs que l'on peut choisir de transformer. Et explorer ces deux branches, c'est aussi se donner tous les moyens de mieux comprendre qui nous sommes et pourquoi nous fonctionnons d'une certaine manière. Donc c'est la lignée maternelle, elle c'est vraiment le temple du féminin sacré et les blessures du corps. La lignée maternelle est celle qui nous relie aux femmes qui nous ont précédées, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères et finalement jusqu'où peut-on remonter, et dans de nombreuses traditions, la lignée maternelle, elle est porteuse de la transmission du corps et de l'âme. Elle influence notre rapport à la féminité, la maternité et la sexualité. Elle façonne notre intuition, notre sensibilité, notre capacité à recevoir et à nourrir. Elle nous relie à la mémoire des cycles, des rites du féminin sauvage. Et les forces que l'on peut hériter de la lignée maternelle, c'est la sagesse des guérisseuses, les savoirs ancestraux sur les plantes et les cycles, la puissance des femmes libres et souveraines qui ont osé être elles-mêmes malgré l'oppression, la connexion au mystère, l'intuition profonde et aux capacités psychiques, et ensuite aussi les blessures et fardeaux transgénérationnels liés au trauma de la maternité, fausse couche, avortement, grossesse interdite ou subie, les violences patriarcales, l'oppression des femmes, abus, les interdictions d'exister pleinement, les blocages émotionnels, ces femmes qui n'ont pas eu le droit de s'exprimer et qui ont dû se taire et se conformer. Par exemple, Marie, qui a grandi avec une relation compliquée à sa mère, aussi entre amour et haine. Elle ressent une difficulté à exprimer ses émotions et se sent souvent coupable de prendre de la place. En explorant son arbre généalogique, elle découvre que sa grand-mère et son arrière-grand-mère ont vécu dans des contextes
où les femmes n'avaient pas le droit d'exister. Elles devaient se taire, être discrètes et ne jamais trop montrer leurs émotions. Alors Marie réalise que son blocage ne lui appartient pas entièrement. Elle porte la mémoire des femmes de sa lignée qui n'ont pas pu être elles-mêmes, et en travaillant sur ça, elle libère aussi les femmes qui viendront après elle. Ensuite, on a la lignée paternelle qui est l'héritage du masculin sacré et des blessures du pouvoir. La lignée paternelle, c'est celle qui nous relie aux hommes de notre famille, aux figures masculines qui ont influencé notre vision du monde. Dans de nombreuses traditions, la lignée paternelle, elle est porteuse de la transmission du pouvoir et de la structure. Elle influence notre rapport à l'action, la réalisation, à la protection et à l'ambition. Elle façonne notre capacité à poser des limites, à nous affirmer, à prendre notre place. Elle nous relie à la transmission des noms, des métiers, de l'histoire familiale. Les forces que l'on peut hériter de sa lignée paternelle, c'est la force des bâtisseurs, des guerriers, des protecteurs, l'instinct de survie, la capacité à prendre des décisions et à avancer, la transmission du nom, de l'identité familiale et de la mission. Puis il y a les blessures et fardeaux transgénérationnels de la lignée paternelle, les traumas liés à la guerre et aux oppressions historiques, les hommes envoyés au combat, morts trop jeunes, traumatisés par la violence, les figures du père absent ou autoritaire, avec une transmission de l'absence affective, de la dureté, de l'incapacité à exprimer l'amour, les injonctions à la performance et au succès, devoir être fort, devoir réussir, ne pas montrer ses faiblesses, avec l'exemple de David qui a encore toujours ressenti une difficulté à exprimer ses émotions et à montrer ses failles. Il sent qu'il doit toujours être en contrôle, ne jamais flancher, être fort, être dur, être toujours composé. Et en explorant son histoire familiale, il découvre que son grand-père a été soldat dans une guerre et n'a jamais parlé de ce qu'il a vécu. Son père, lui, a grandi avec cette distance émotionnelle, apprenant à tout garder pour lui. Et David réalise qu'il porte cette mémoire, son incapacité à se livrer, et une transmission inconsciente de ces hommes avant lui qui ont dû survivre en étouffant leur vulnérabilité, leur sensibilité. En prenant conscience de cela, il peut apprendre à s'autoriser la douceur et la sensibilité. Alors, équilibrer les deux lignées, ça permet de retrouver l'harmonie entre le féminin et le masculin, parce que c'est plus un secret pour personne, nous sommes la fusion de ces deux énergies. Nous portons, nous, le féminin sacré et le masculin sacré, souvent c'est assez déséquilibré, et les blessures de ces deux polarités, elles peuvent se refléter en nous, sous la forme de conflits intérieurs. Et quelques questions à explorer, c'est: quelle est ma relation avec ma mère et les femmes de ma famille? Quelle est ma relation avec mon père et les hommes de ma famille? Est-ce que je ressens un déséquilibre entre mon côté intuitif et mon côté logique et rationnel? Est-ce que j'ai du mal à recevoir mon héritage du féminin ou à agir, héritage de mon masculin? Et maintenant, réellement, j'avance doucement vers la fin. Nous ne sommes pas simplement le produit de nos lignées, nous sommes aussi leurs guérisseurs, leurs tisseurs d'avenir. Et en pacifiant nos racines, nous offrons à nos descendants, nos descendantes un héritage plus léger, un sol fertile où ils pourront grandir en liberté. Le cercle se referme doucement, mais le chemin continue. Aujourd'hui, on a parlé un peu de cet art de réconcilier le passé et le présent. Alors, je te propose de respirer profondément et de ressentir si quelque chose a changé en toi. Parce que tu as entendu les murmures du passé, les silences de ta lignée, les blessures et les héritages cachés. Tu as vu, ressenti et peut-être compris, et peut-être même une part de toi s'est allégée, car savoir, c'est déjà transformer, honorer, c'est déjà guérir, et nommer, c'est déjà libérer. Aujourd'hui, tu n'es plus qu'un seul héritage du passé. Tu es une tisseuse de mémoire, une alchimiste du temps et une gardienne de ton propre destin. Alors, que choisiras-tu d'emporter avec toi?
les chaînes ou la lumière, les blessures ou la sagesse. Sache que tes ancêtres marchent à tes côtés, non plus comme un poids, mais comme des guides, et ce voyage avec eux ne fait que commencer. Alors toi, que vas-tu choisir de guérir? Si cet épisode très long t'a touché, viens partager ton ressenti avec nous. Rejoins le cercle, donc le groupe Facebook Murmure de sorcières aussi, un espace où cheminer ensemble, explorer, guérir et honorer ses lignées est disponible. Tu peux également me soutenir via ma page Buy Me a Coffee qui permet de m'offrir des petits cœurs ou de devenir membre privilégié de Murmure de sorcières. Et avec ça, bien évidemment, des cadeaux exclusifs. Ça me permet de passer plus de temps à vous proposer des contenus qualitatifs et d'œuvrer ainsi pour le collectif, donc pour toi et pour nous toutes. Vous savez, il y a ce grand débat selon lequel les accompagnateurs, les guides spirituels ne devraient pas faire payer leur service. Alors, ça c'est mon cadeau pour le collectif. Mais dans la réalité d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a vachement changé. C'est que dans le temps, ces personnes qui guidaient, qui accompagnaient, on leur offrait le gîte, on leur offrait souvent de la nourriture, on leur offrait des plantes, on leur offrait des services. Et à l'heure actuelle, il y a un déséquilibre. C'est que d'un côté, on ne veut pas les aider, on ne veut pas les partager, mais on accepte de recevoir. Et donc ça, c'est ma petite contribution pour l'équilibre énergétique, tout simplement. Pour celles qui préfèrent, le podcast, il est également uploadé sur YouTube. Et en parlant de YouTube, j'ai vraiment envie d'aller encore plus loin. Je vais pas vous le cacher. Moi, j'ai envie de créer un mouvement pour les femmes. Et étant donné que j'ai pas envie dans le futur de faire payer, moi j'ai bien envie de faire payer YouTube, vous voyez. Donc le but, ce serait de pouvoir monétiser cette chaîne pour que je puisse en fait passer là-dessus la majorité de mon temps. J'ai vraiment envie de consacrer une grande partie du reste de ma vie à œuvrer pour les femmes et faire payer YouTube. Alors, en parlant de YouTube, je t'invite d'ailleurs à découvrir 2 vidéos dans une chouette playlist que j'ai intitulée Murmure d'écrivaine. Et là, je vous parle de mon roman initiatique et spirituel que je suis en train d'écrire. Et je vous présente aussi un de mes livres qui est paru en 2022 et qui justement s'intitule Féminin sacré, rituel et reliance au cycle lunaire. Alors, à très bientôt. Merci infiniment d'avoir passé cette heure, presque et demie, en ma compagnie. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez écouté des pistes et que cet épisode va vraiment être utile à quelqu'un quelque part ou des quelqu'un quelque part. Alors à très bientôt, entre ombre et lumière, entre présent, passé, présent. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous parce que ce monde a besoin de vous. Avec amour toujours, votre dévouée sorcière, Corinne.